elle explose. Est-ce que je dois avoir peur? Presque toutes les cuisines brésiliennes ont une cocotte minute. Et, même si elle est très utile, elle fait aussi très peur. Plus de 1200 accidents de cocotte minute surviennent chaque année au Brésil. Certains n'en approchent même pas. Si c'est ton cas, reste jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, on va répondre à toutes les questions sur la cocotte minute. Comment ça marche? Pourquoi? Et est-ce qu'elle cuit vraiment plus vite? Et comment faire pour qu'elle n'explose pas? Au Brésil, on utilise beaucoup la cocotte minute et c'est tout à fait logique parce qu'on mange énormément de haricots et tout le monde sait que les haricots cuisent beaucoup plus vite. Avec la cocotte minute, ce que tout le monde ne sait pas, c'est quel est le secret de cette cocotte minute, pourquoi elle cuit plus vite et mieux. La cocotte minute a été inventée il y a environ 300 ans par un physicien français appelé Denis Papin, que, en portugais, on peut appeler Denis. Vraiment. Ce gars-là, Denis, a inventé la cocotte minute en 1670. Mais le Brésil était encore une colonie du Portugal, et il restait plus de 50 ans avant la naissance de Tiradentes. À cette époque, on s'éclairait à la bougie et à la lampe à huile, pratiquement tout était fait à la main. La révolution industrielle, moment où l'on a commencé à utiliser des machines, n'a eu lieu que plus de 100 ans plus tard. Et petit spoiler, la cocotte minute a tout à voir avec cette révolution. La première cocotte minute a été fabriquée en fente. La fente, c'est quand on doit faire fondre le fer et le mettre directement dans un moule. Pour vous donner une idée, ceci est fait en fente. Ce n'est pas très bien fini, ce n'est pas très joli, mais c'est quand même très résistant. C'est parce qu'à l'époque où elle a été inventée, on ne savait pas encore bien travailler l'aluminium, l'acier, l'inox, ces métaux plus nobles qu'on utilise aujourd'hui. La première version à côté était énorme, avec déjà un espace en dessous pour faire du feu. Et elle était appelée digesteur de Papin ou digesteur d'os. Parce que le but principal n'était pas exactement de cuisiner avec, l'idée était de prendre les os d'animaux qui restaient dans un abattoir après avoir tué la bête, enlever la viande, il restait une carcasse, on allait faire cuire ça et en profiter pour fabriquer des engrais. Et de la gélatine. Oui, la gélatine vient des animaux. Si tu n'y avais jamais pensé jusqu'à cette époque, si tu voulais cuisiner quelque chose, tu prenais simplement une casserole, tu mettais de l'eau et tu la mettais sur le feu. De la vapeur s'en échappait, simple effet secondaire de la cuisson. Papin ou Denis. D'essayer de retenir cette vapeur. Et si on fermait complètement la casserole, est-ce que ça ne serait pas différent? Alors, il a fait le test, il a retenu la vapeur et il a remarqué que l'eau chauffait beaucoup plus que d'habitude. Et à cause de ça, quand il mettait quelque chose à l'intérieur, la nourriture cuisait plus vite et devenait plus tendre. L'objectif était d'attendrir les os. Mais Papin s'est rendu compte que cette marmite servait à tout. Et alors, Papin a commencé à faire des démonstrations de sa cocotte minute, en cuisinant plein de choses, et les choses qu'il cuisinait à l'époque étaient assez étranges. Par exemple, le pigeon faisait un bon plat. Bien que très efficace, la cocotte minute de Papin n'a pas eu beaucoup de succès à l'époque. Les gens trouvaient étrange de manger quelque chose qui avait été préparé ainsi. De cette manière plus scientifique, plus technologique, eh bien, un peu comme beaucoup de gens le font avec le micro-ondes de nos jours. Mais calme-toi, car Papin était un sacré scientifique et il a remarqué un détail très important dans sa grosse cocotte minute. Si tu regardes la cocotte, tu remarques qu'elle a une sorte de petit manche avec un poids au bout. Ça, c'est la soupape. Imagine qu'il y a un trou dans la cocotte et que la soupape le bouche. Ce trou ici au bout a un poids que tu peux placer plus près ou plus loin du trou. Et cela détermine si cette soupape sera forte ou faible, à quel point tu veux qu'elle retienne la pression ou non. Et Papam a remarqué que cette soupape, à mesure que la vapeur exerçait de la pression, elle bougeait, elle faisait un mouvement. Et alors, il a conçu un système qui plaçait un piston là et arrivait à créer du mouvement à partir de la vapeur, sans le savoir. Il était en train de créer le prototype du premier moteur à vapeur du monde. Et c'est justement le moteur à vapeur qui a provoqué toute la révolution industrielle au début des années 1800. Alors, on peut dire que c'est la cocotte minute qui a inspiré les premiers moteurs à vapeur? Oui, la cocotte minute est venue avant le moteur à vapeur. Mais Papam est mort en 1713 pauvre. Ces inventions n'ont jamais été utilisées en pratique, donc il n'a pas vu la popularisation de la cocotte minute, encore moins celle du moteur à vapeur. Mais allons-y, qu'est-ce que c'est exactement que de cuisiner sous pression? Quelle différence cela fait-il? Quand on prend une casserole ordinaire, comme celle-ci, on met de l'eau dedans, on met quelque chose à cuire et on ferme avec un couvercle ordinaire comme celui-ci. L'eau commence à bouillir et elle atteint au maximum 100 degrés Celsius. C'est parce que, dans des conditions normales, à peu près au niveau de la mer, l'eau bout à 100 degrés Celsius, donc l'eau commence à chauffer. Si elle veut dépasser cette température, elle se transforme en vapeur d'eau
et s'évapore. Donc, il est pratiquement impossible de faire en sorte qu'une casserole atteigne plus de 100 degrés Celsius avec de l'eau à l'intérieur, une casserole ordinaire. Ce n'est pas le cas de la cocotte minute, cette casserole-là. Quand l'eau commence à bouillir, elle retient la vapeur à l'intérieur. Et la vapeur exerce beaucoup de pression, la vapeur pousse en essayant de sortir. Et là, il y a un phénomène très intéressant qui se produit, c'est que l'eau bout dans cette casserole à 100 degrés Celsius, à la pression atmosphérique, à la pression ambiante, mais quand il y a plus de pression, c'est comme si le poids de cet air, la force que l'air exerce sur l'eau, empêchait l'eau de s'évaporer. Cela veut dire que, sous une pression plus élevée, l'eau a besoin d'une température plus élevée pour s'évaporer. Donc, dans cette casserole, ici, elle ne s'évapore pas à 100 degrés Celsius, elle va s'évaporer à environ 120 degrés Celsius. 20 degrés Celsius de plus que dans cette casserole. Et ça fait une grande différence. D'abord, les choses ici vont cuire plus vite, parce que tu gardes toute la chaleur à l'intérieur et tu cuisines à une température plus élevée. Ensuite, il y a certaines choses. Si tu chauffes seulement à 100 degrés Celsius, certains types de fibres de la viande, certains grains, ils ne vont pas très bien cuire, alors qu'ici, à l'intérieur, ils vont bien ramollir. Cette température rend aussi les aliments plus tendres. Ce n'est pas qu'une question de temps, mais aussi de température. Donc, au final, la cocotte minute cuit mieux et plus rapidement, simplement parce qu'elle chauffe davantage. Et bien sûr, pour que tout cela se produise, il y a toute une ingénierie ici, que je trouve sensationnelle parce que c'est très simple. Tout le monde en a à la maison, mais on prend rarement le temps d'y penser. D'abord, on a un couvercle qui est ovale, par rang, et cela arrive parce que on doit fermer la cocotte minute de l'intérieur vers l'extérieur. Regarde comme c'est intéressant, il y a un joint ici, ce joint va garantir que la pression ne s'échappe pas. Elle scelle parfaitement la cocotte et le couvercle ne rentre pas en position fermée. Tu dois tourner ici à 90 degrés, puis il rentre. C'est pour ça qu'il a cette forme ovale. Et là, tu peux verrouiller la cocotte. Tu peux voir que ce petit joint en caoutchouc est resté à l'intérieur. Et ça, c'est très important, parce que quand la vapeur commencera à pousser, elle va essayer d'ouvrir ce couvercle. Elle va forcer le couvercle, sauf que ce petit rebord va rester de plus en plus fermé. La pression va aider la cocotte minute à se fermer toute seule. Quand vous fermez la cocotte minute, cette poignée va former une sorte de levier ici. Donc quand vous appuyez, la tendance est d'essayer d'enlever le couvercle, mais il ne va pas sortir. Pour la même raison déjà évoquée, l'anneau avec le joint en caoutchouc agit comme un ressort que vous verrouillez dans ce loquet de sécurité. Donc de cette façon, la cocotte minute reste extrêmement bien fermée. Et bien sûr, ce ressort et ce petit loquet sont aussi une garantie que ce couvercle ne s'ouvrira pas au mauvais moment, que tant que ceci est fermé, tout va bien. Mais bon, j'ai fermé la cocotte minute, je l'ai mise à cuire. Par où va sortir cette vapeur? Mais je me suis rappelé, quelle question bête, n'est-ce pas? Bien sûr que la vapeur va sortir par la soupape, parce que tout le monde voit la vapeur sortir par la soupape. Il n'y a rien d'évident dans ce monde. Mon cher, oui, la vapeur sort par ici. Il y a un tout petit trou juste ici au-dessus, c'est par là que la vapeur s'échappe. La question est, pourquoi mettons ce poids sur ce trou? Mais c'est évident, c'est parce que c'est joli. Ça fait un petit bruit quand ça cuit. Oh là là, c'est à peu près ça. D'abord, ce petit truc ici est assez lourd et c'est fait exprès. Il pèse 58 grammes. Ce poids sert justement à rendre plus difficile la sortie de la vapeur. Il sert comme une sorte de régulateur pour déterminer la pression que vous voulez mettre dans la cocotte minute. Parce que pour que la vapeur sorte d'ici, elle doit avoir une force suffisante pour soulever cette soupape et permettre la sortie. Donc, plus la soupape est lourde, plus il sera difficile pour la vapeur de sortir et elle a déjà le poids exact pour maintenir la bonne pression. Et oui, il serait possible de faire une soupape qui ne fait pas de bruit, qui ne bouge pas. Mais ce mouvement, cette danse de la soupape, elle sert à alerter la personne qui cuisine que la cocotte minute a atteint le niveau maximal de pression. C'est important en cuisine, car souvent on mesure le temps de cuisson. À partir de ce moment-là, à partir du moment où la cocotte commence à libérer la pression, à partir du moment où la vapeur commence à sortir d'ici. Et ce truc tourne, mais il y a aussi un dispositif de sécurité ici. Si ce truc s'arrête de tourner, c'est une urgence et on va comprendre ça un peu plus tard. Ceci n'est pas la seule soupape de la cocotte minute, de la même façon que tu as 2 narines et aussi la bouche pour respirer. Plusieurs systèmes de secours existent pour éviter l'étouffement. La cocotte minute en possède aussi. Si cette soupape se bouche, parce qu'elle peut se boucher selon l'aliment que tu mets dedans, il y a une autre soupape. Dans le cas de cette cocotte, ici, elle est en caoutchouc. Il y a d'autres cocottes où la soupape se trouve ici sous la poignée. Et l'idée de cette soupape, c'est qu'elle éclate,
qu'elle se casse. Lorsque la pression devient trop élevée, elle sert ici aussi d'indicateur de pression. Quand il y a de la pression à l'intérieur de la cocotte, ce petit bouton noir se soulève, vous pouvez voir qu'il y a une force qui s'exerce de l'intérieur vers l'extérieur. Sur cette marque de cocotte que j'ai ici, il y a encore un autre dispositif de sécurité. Ce sont ces deux cavités, ces deux petites courbes latérales. Supposons que les deux soupapes ne fonctionnent pas, qu'elles se bouchent pour une raison quelconque et que la cocotte soit sur le point d'exploser. Ce qui va se passer, c'est que le petit joint en caoutchouc de la cocotte, que vous pouvez voir ici à l'intérieur de la petite courbe, il va s'échapper et libérer la pression. Et une dernière chose à propos de cette cocotte, c'est que son corps est généralement beaucoup plus résistant qu'une casserole ordinaire. Donc, si vous observez l'épaisseur de l'aluminium, la rigidité, etc., c'est bien plus important que sur une cocotte équivalente. Assez parlé, on va cuisiner quelque chose dans cette cocotte. Ce que j'adorais faire quand j'étais enfant, c'était cuire du lait concentré, sucré dans la cocotte minute. Et oui, c'est quelque chose de dangereux à faire, mais ça marche très bien. La première question est de savoir si la boîte peut réellement être cuite sans libérer de substances toxiques dans l'aliment. Quand j'étais enfant, non seulement on faisait cuire la boîte, mais on la faisait cuire dans les haricots. Ça, je ne trouve plus ça très bien, parce qu'il y a une colle ici qui tenait le papier sur la boîte, et cette colle va se dissoudre dans les haricots. Je ne sais pas si cette colle cuit, mais l'intérieur de la boîte ne pose pas problème, donc je vais donc la faire cuire toute seule. Et ici, on arrive à la chose la plus importante de toutes, c'est jusqu'où tu peux mettre de l'eau à l'intérieur. La règle, c'est qu'on met d'abord la nourriture, puis on ajoute l'eau, parce que l'eau peut monter jusqu'à au maximum 2/3 de la cocotte minute. Et c'est la chose la plus importante de toutes pour ne pas faire exploser une cocotte minute. Le problème, c'est que si vous mettez un aliment qui mousse et forme une pâte devenue bouillie, puis remplissez la casserole presque à ras-bord. Cette nourriture, cette bouillie qui va se former à l'intérieur, va boucher la soupape, elle va essayer de sortir par le petit trou de la soupape et va se bloquer. C'est ça qui cause la plupart des problèmes avec la cocotte minute. Selon la consistance de toute cette bouillie, elle peut bloquer toutes les sorties. Et là, une explosion de cocotte minute peut survenir, ce qui est très grave car la vapeur exerce une pression énorme. Il arrive que la cocotte projette le couvercle, mais il est peu probable que votre tête soit juste au-dessus. Mais ce qui se passe, c'est que de l'eau à très haute température va jaillir, ainsi que toute la saleté qui était à l'intérieur, partout autour. Sur une photo d'explosion de cocotte minute, on voit souvent la cuisinière affaissée. Le choc est si fort que la cuisinière s'enfonce et toute la cuisine est aspergée de liquide à très haute température. C'est le pire des scénarios. Si cela n'arrive pas, la soupape peut sauter ou la pression s'échapper soudainement par le joint en caoutchouc, surtout si ce dernier est abîmé ou prêt à éclater. Il se peut qu'au moment de la pression maximale de la cocotte, le joint en caoutchouc lâche, se déchire, laisse échapper quelque chose et que vous receviez un jet de liquide brûlant en plein visage. Donc, une deuxième chose pour garantir la sécurité de la cocotte, c'est de toujours jeter un coup d'œil au joint en caoutchouc pour vérifier qu'il n'a aucun problème. Et une dernière chose, c'est que cette soupape, avec le temps, elle peut accumuler de la saleté, devenir plus serrée et risquer davantage de se boucher. Donc, c'est toujours bien de vérifier à la lumière si tout est dégagé, de souffler un peu dedans. Assurez-vous que l'air circule pour garantir le bon fonctionnement de la soupape. Honnêtement, cette casserole est trop grande pour 2 boîtes, mais je réserve l'autre pour une deuxième expérience que je ferai juste après. J'ai mis à feu vif et il faut attendre que la pression monte, puis que la soupape tourne. Alors, combien de confitures de lait y a-t-il ? Nous allons préparer une comparaison entre les deux casseroles. Je vais cuire des haricots dans une casserole ordinaire et dans une cocotte minute pour qu'on voit vraiment s'il y a tant de différence que ça. Et je vais utiliser exactement la même quantité de haricots, la même quantité d'eau, des casseroles avec une surface au fond très similaire. Et je vais les mettre sur le même brûleur d'une cuisinière, c'est-à-dire sur 2 brûleurs identiques de la cuisinière. Ces haricots ont déjà trempé dans l'eau depuis hier. Il y a 1 kg de haricots ici. Pour vous donner une idée, c'était un petit sachet. Les grains ont absorbé l'eau, gonflé et doublé de volume. Je vais voir combien ça rentre à peu près dans la casserole et on va voir combien ça fait en grammes, ici en bas, un demi-kilo de haricots. Maintenant, je vais ajouter de l'eau jusqu'à 2 doigts au-dessus des grains, ça fait 900 grammes d'eau pareil dans l'autre casserole. Voilà, théoriquement, je dois en mettre un.
ça prend beaucoup plus de temps à cuire et l'eau s'évapore plus. Donc il faut même plus d'eau que pour l'autre type de haricots. Au début, j'ai mis exactement la même chose. Comme la casserole est un peu plus étroite, c'est plus haut, on va la mettre à cuire. J'utilise ici 2 plaques identiques. Je vais mettre les 2 casseroles à chauffer en même temps. La soupape s'est mise à tourner. La pression est montée. On commence à compter pour la cuisson du confiture de lait. C'est 40 minutes et le fait que la soupape tourne, c'est très bien, c'est important. Ça doit se passer comme ça. Si tu laisses la casserole ici, je ne sais pas, pendant 20 minutes, une demi-heure, et que la soupape ne tourne pas, tu remarques que la casserole est chaude. Mais la soupape ne tourne pas. Éteins-la. C'est un problème très sérieux, parce que ça veut dire que l'eau chauffe, que de la vapeur se forme à l'intérieur, mais qu'elle n'arrive pas à sortir. Probablement que la soupape est bouchée. Donc, le fait que la soupape tourne signifie que tout va bien, tout est en ordre, tu es en sécurité. Une autre chose que tu peux faire à ce moment-là, c'est de mettre la casserole sur feu doux. Parce que si l'eau s'est déjà évaporée, si la pression est déjà atteinte, si la température est déjà au maximum, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de feu. Un peu d'énergie suffit déjà pour que l'eau reste à la température maximale. Quand ça bout, c'est aussi valable pour une casserole qui n'est pas une cocotte minute. Ça ne sert à rien de mettre plus de feu quand ça bout déjà. Quand l'eau bout, elle ne peut pas dépasser 100 degrés, sauf si c'est dans une cocotte minute, et dans la cocotte minute, elle ne peut pas dépasser 120 degrés. Même si tu mets plus de feu, cette soupape, c'est aussi un petit moteur à vapeur, elle transforme l'énergie chimique du feu en énergie cinétique, en mouvement. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une forme particulière? Si on coupait cette soupape, on trouverait à peu près des conduits. Ainsi, la vapeur s'échappe de la casserole par le centre. Et elle doit sortir, les sorties qu'elle va trouver sont ces 4-là ici. Donc la vapeur s'échappe par ici, par ici, par ici et par ici. Si tu regardes bien, ces sorties ne sont pas alignées avec le centre. Elles n'atteignent pas le centre, elles sont décalées. Ce décalage va faire tourner la soupape dans cette direction. Enfin, j'ai montré la direction opposée ici, n'est-ce pas? Elle va tourner par ici, elle va tourner comme ça. La logique de ceci est pratiquement la même que celle du moteur d'aéron que nous avons fabriqué avec le professeur Augusto l'année dernière. La vapeur sort un peu de côté et fait tourner tout l'ensemble. Les 2 casseroles ont commencé à bouillir, je vais baisser le feu des 2, d'autant plus que ça commence à faire de la mousse. Tu peux voir ici, regarde, que les haricots, même s'ils sont des grains plus propres, ils libèrent une espèce de truc gluant. Ça a même débordé un peu ici en bas au début de l'ébullition, mais dans 21 minutes, il sera prêt. Ici, je vais devoir laisser un petit espace dans le couvercle, sinon cette mousse va commencer à vouloir sortir de la casserole. Un truc sympa qui s'est passé, c'est que l'indicateur de pression, qui se trouve sur la 2e valve, s'est levé. Tu peux remarquer qu'il est un peu relevé. Tout est à la température maximale ici, qu'on peut atteindre. Et on va essayer de mesurer avec la caméra thermique pour voir s'il y a vraiment une différence de température entre les cocottes minutes et la casserole normale. J'ai dû coller un ruban adhésif ici sur la cocotte minute, parce que tu peux même voir sur la caméra thermique que l'aluminium reflète l'infrarouge, qui est ce que cette caméra mesure. Donc, tu n'arrives pas à mesurer correctement la température de l'aluminium. En utilisant une caméra thermique avec un adhésif dessus, on arrive à mesurer la casserole normale à 90 degrés Celsius. L'eau bout à l'intérieur, mais l'extérieur de la casserole chauffe moins, car il échange déjà la chaleur avec l'environnement. En plus, on est dans une région en altitude à São Paulo, et ici, l'eau bout à environ 97-98 degrés Celsius. En revanche, la cocotte minute atteint 109, 110, 111 degrés Celsius, bien au-dessus, et là au fond, c'est 107, 108 degrés Celsius. Donc ici, on prouve qu'en fait, la pression fait que la cocotte peut chauffer beaucoup plus. C'était ce qu'on avait prévu, environ 20 degrés Celsius de différence. Le temps est écoulé. Parmi toutes les casseroles, 25 minutes sous pression pour les haricots, j'ai laissé un peu plus, 45 minutes pour la confiture de lait, et il y a eu cette casserole qui n'a pas été mise sous pression. La question maintenant, c'est est-ce que je peux mettre ça sous l'eau pour le refroidir plus vite? Les haricots, oui, d'après tout ce qu'on a lu, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de risque que l'aluminium se fissure. Rien de tout ça. Tu peux refroidir la casserole. Ça va faire baisser considérablement la température à l'intérieur et la pression aussi. Donc, dans un instant, on pourra déjà ouvrir. La soupape de pression est déjà descendue, donc probablement si j'ouvre ici. Il n'y a aucun problème, même s'il y avait de la pression.
Au moment où je relâcherai ici, le couvercle ne s'ouvrirait pas tout seul, il ne permet pas d'ouvrir. On va faire ça avec une autre casserole pour que tu vois, ce n'est pas pour que tu essayes ça chez toi. Mais si je relâche ici, le couvercle ne s'ouvre pas. Parce qu'il y a de la pression de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, cette casserole, avec du lait concentré sucré à l'intérieur, est-ce que je peux l'ouvrir maintenant? Je ne ferai pas ça. Essayons de comprendre ce qui se passe. À l'intérieur de la casserole, quand elle commence à bouillir, de la vapeur commence à s'échapper. Par ici, cela signifie qu'à l'intérieur, l'eau sera à environ 120 degrés Celsius, aussi bien l'eau à l'extérieur que le liquide à l'intérieur de la boîte. Tout cela ne s'évapore pas, parce qu'il y a une très forte pression que la casserole exerce ici sur l'eau. Donc cette pression empêche même cette eau de s'évaporer. Et cela évite aussi que la boîte explose. S'il fait 120 degrés Celsius à l'intérieur avec du liquide, ce qui est dedans voudra également sortir. Il va y avoir une pression ici de l'intérieur vers l'extérieur de la boîte. Quand tu éteins le feu et que tu mets de l'eau dessus, cette pression diminue beaucoup et la température de l'eau ici aussi. Donc l'eau, je dirais qu'elle doit être autour de 95 degrés Celsius. Le couvercle est déjà ouvert. La question est-ce que la boîte a vraiment autant refroidi? Est-ce que cette boîte ne pourrait pas être, par exemple, à 105 degrés Celsius, ce qui est une température au-dessus du point d'ébullition de l'eau à une pression normale? Y a-t-il encore de la pression dans la boîte qui veut s'échapper car elle n'a pas totalement refroidi? Je pense que oui. Donc, il y a un risque si tu ouvres le couvercle de la casserole parce que tu as relâché la pression et que cette boîte explose. Si tu ouvres sans explosion, retire la boîte et ouvre-la. Il peut y avoir un problème à cause de la pression lors de l'ouverture. Elle n'a pas réussi à s'échapper. Au moment où tu ouvres la boîte alors qu'elle est encore chaude, elle va exploser. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici que je pense être le plus sûr? On garde la casserole couverte, tu peux même la refroidir avec de l'eau, mais tu ne l'ouvres pas, parce que, comme ça, la boîte va refroidir naturellement. N'ouvre la casserole que quand tu peux poser la main dessus et qu'elle est à température ambiante, qu'elle n'est plus chaude. À ce moment, la boîte a déjà refroidi, il n'y a donc aucun problème à l'ouvrir. Au total, ça a pris 45 minutes de cuisson. D'accord? Et maintenant, on va comparer la texture des deux haricots pour voir la différence. Tu peux déjà t'en rendre compte. Allons au studio. Voici les haricots cuits à la cocotte minute, et ceux à la casserole, tous deux avec le même temps de cuisson. Je ne vais pas goûter seul, n'est-ce pas? Parce que maintenant, on a plusieurs personnes pour servir de cobayes ici. Daniel, tu peux goûter tes petits haricots, je vais prendre celui-ci d'abord, et ensuite, tu me diras pour l'autre. Même la couleur est différente, hein? C'est bon, bien tendre. Il manque juste un peu d'assaisonnement, non? Ce n'est pas assaisonné, mais c'est quand même très bon. Mec, il est super tendre, goûte. Je crois que je me suis fait avoir. Il est dur et cru. Je pense qu'il l'a laissé un peu trop longtemps. Avec cette cocotte minute, on aurait pu l'enlever 5 minutes plus tôt. C'est bon, vraiment bien tendre? Ça s'est un peu effrité avec les haricots, mais l'autre est bon. Même celui-ci n'est pas pire. C'est seulement parce qu'il a trempé longtemps. Donc le grain, même cru, était déjà tendre, mais même ainsi, celui-ci est loin d'être cuit. Ouais. Non, la cocotte minute cuit bien plus vite. La cocotte minute a perdu la pression, mais il vaut mieux ne pas l'ouvrir, non? Avant que j'ouvre, raconte ce que vous avez fait. Non. Je suis allé voir la règle de l'expérience, n'est-ce pas? Et j'ai ouvert la casserole. Voilà ce qu'il se passe. Quand la casserole refroidit, le couvercle descend, n'est-ce pas? À cause de la perte de pression. Mais je n'avais pas remarqué qu'il y avait... Il faut desserrer ici pour que le couvercle descende, avec ce loquet. Mais c'était déjà desserré quand je suis allé voir, c'est pour ça que c'était déjà comme ça. Mais là, je n'ai pas touché, je suis juste allé voir la consigne de l'expérience, tu vois. Je suis allé voir si la casserole était froide. Comme elle était froide à l'extérieur, j'ai mis la main pour voir si c'était froid à l'intérieur et c'était déjà froid. Donc, je n'ai rien fait d'irresponsable, je suis juste allé analyser l'expérience. Ces chefs n'impliquent pas d'animaux, mais c'est arrivé à une amie à moi que vous connaissez peut-être. Ibré, mon accident est survenu car j'avais une envie irrésistible de confiture de lait. Mais c'était la pandémie, sans vaccin. Je ne pouvais pas sortir en acheter au supermarché. Alors, qu'ai-je fait? Je me suis souvenu que j'avais une boîte de lait concentré sucré dans le placard. Tout le monde sait que si tu fais cuire le lait concentré sucré, il finit par se transformer en confiture de lait. Il va caraméliser et devenir de la confiture de lait.
J'ai fait, sauf que j'avais tellement envie de ce dessert que je n'ai pas attendu assez longtemps. D'abord, je n'ai pas laissé le lait concentré sucré cuire assez longtemps pour qu'il durcisse dans la boîte, et je n'ai pas non plus attendu qu'il refroidisse dans la boîte, après avoir éteint la cocotte minute. Et au moment où j'ai ouvert, j'ai l'image vivide de ce lait concentré sucré chaud. Jaillissant, tombant sur ma tête et coulant sur mon visage, une bonne partie s'est concentrée sur ma paupière. C'était moche. Il y a une vidéo de Cadet à Chave racontant ce spectacle. Je porte un cache-œil, d'ailleurs j'ai mal calculé le temps, j'aurais dû attendre que la température baisse. Ne faites pas ça, ne répétez pas mon erreur. Je dois avouer que le dessert était très bon, car on a mangé ce qui restait. Nilce, merci d'avoir partagé ton histoire. Je crois que certains ici sont convaincus. Maintenant, j'y crois. Juste pour signaler, regarde, le danger, le bombement de la boîte, la façon dont elle est ici, clairement un peu de confiture de lait a voulu s'échapper par ici, regarde la fissure de la boîte ici. C'est exactement comme sur le dessin. Je pense que c'est bon. Franchement, tu peux ouvrir. Puis-je avoir l'honneur? La couleur est belle, hein? Voyons voir. C'est réussi, hein? Mieux que les haricots crus. Waouh, bien meilleur que les haricots. Je sais que Johnson a aussi pris une cuillère. Tu es prêt à goûter ici? Johnson est venu de la cuisine. On l'a attendu ici, il tardait car il prenait une cuillère pour lui. Johnson, regarde la taille de la cuillère que les gars veulent que je prenne. Oh, c'est dingue. Tu vas devoir manger toute la cuillère. Ma conclusion. Si tu as peur de la cocotte minute, tu n'as pas complètement tort. 1200 accidents par an. Ce n'est pas une blague, mais on est d'accord que, après avoir regardé cette vidéo, tu comprends exactement comment elle fonctionne et tu sais quelles précautions tu dois prendre. Pour la cocotte minute. Pour éviter tout accident ou explosion, sois prudent et partage cette vidéo avec ceux qui pourraient la faire des choses dangereuses. Une cocotte minute bien fermée.